De ChatGPT à Gemini, les grands modèles de langage, les LLM, ils sont absolument partout. Ils écrivent de la poésie, ils génèrent du code, mais en lisant les sources pour aujourd'hui, il y a une question qui m'a vraiment interpellé. Comment est-ce qu'ils font pour donner l'impression de comprendre? Comment une machine peut assembler des mots d'une manière qui semble si humaine? Aujourd'hui, on va vraiment essayer de regarder ce qui se cache sous le capot. C'est la grande question. Et ce qui est fascinant, c'est que l'idée de base, au fond, est presque simple. Mais quand on met tout ensemble, on obtient une complexité qui, oui, donne le vertige. Un LLM, c'est un réseau de neurones, mais un réseau gigantesque. Il est spécialisé dans le langage et il a, en quelque sorte, ingéré une part colossale d'Internet. Et sa seule et unique mission, c'est vraiment une obsession, c'est de deviner le prochain mot dans une phrase. C'est tout. Toute la magie, tout ce qui nous impressionne découle de cette tâche toute simple, mais répétée des milliards de fois. Justement, cette échelle, c'est ça qui est frappant. On parle de grands modèles de langage, et les sources insistent beaucoup sur un moment clé, en 2017. L'arrivée d'une architecture qui s'appelle Transformer. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Pourquoi tout d'un coup on a pu construire des modèles aussi massifs? Le transformer, c'est un peu le Big Bang des LLM. Avant lui, on avait des modèles, des réseaux de neurones qu'on appelait récurrents. Ils lisaient le texte un peu comme nous, en fait, un mot après l'autre, de manière séquentielle. C'était logique, mais c'était terriblement lent. Et du coup, impossible de passer à une très grande échelle. Le goulot d'étranglement, c'était ça. Le transformer, lui, il a fait sauter ce verrou. Il traite tous les mots d'une phrase en même temps, en parallèle. Ah, d'accord. C'est donc cette parallélisation qui a permis de faire littéralement exploser la taille des modèles. C'est ça qui justifie le L de large. Exactement. On a pu distribuer les calculs sur des milliers de processeurs en même temps. Et donc entraîner des modèles sur des quantités de données qui étaient juste inimaginables avant. Pour schématiser, le transformer a deux grands composants. D'abord, il y a un encodeur. Lui, il lit le texte qu'on lui donne et il le transforme en une sorte de carte mentale numérique, une représentation mathématique qui capture le sens. Et ensuite, il y a le décodeur. Il prend cette carte et l'utilise pour construire une réponse. Mot par mot, ou plutôt, on va y venir, token par token. Attendez, ça veut dire que ce choix d'architecture, c'est une décision cruciale dès le départ. Si je lis dans les sources que BERT, le modèle de Google, est un encodeur seul, ça veut dire qu'il ne pourrait jamais devenir un chatbot comme GPT-3. BERT est un lecteur exceptionnel. Il n'est pas un écrivain. Il est vraiment conçu pour analyser un texte, en extraire le sens, ce qui le rend parfait pour la recherche sémantique, la classification de textes, ce genre de choses. C'est pour ça que les architectures décodeurs seules, comme la famille des JPT ou Llama, ont vraiment pris le dessus pour tout ce qui est agent conversationnel. Elles sont nées pour générer du texte. Et puis, il y a la troisième famille, les encodeurs-décodeurs, les traducteurs parfaits. Ils lisent dans une langue et ils écrivent dans une autre. Alors là, vous touchez à un point qui m'a vraiment surpris. J'ai toujours imaginé l'IA en train de lire un texte comme moi, mot après mot. Mais cette idée qu'elle me décompose en tokens, qui sont parfois des moitiés de mots, ça change complètement ma vision de comment ça fonctionne. C'est beaucoup moins humain que je ne le pensais. C'est un concept absolument central. Pour le modèle, le mot « intéressant » n'existe pas vraiment en tant que tel. Il va peut-être voir les tokens « intéresse » et puis « en ». Cette fragmentation, ça lui donne une flexibilité énorme. Il peut gérer un vocabulaire quasi infini, des mots rares sans jamais être perdu. Et l'avantage, c'est qu'avec ce token « intéresse », il peut aussi former « intéressé » ou « intéressé ». C'est très efficace. Pour donner un ordre d'idée, les sources estiment qu'un token, ça équivaut à peu près à 3/4 de mots en anglais. Et puis il y a aussi des tokens plus techniques, comme end of text par exemple, qui veut juste dire « hop, la conversation est finie ». C'est fou de penser que tout ce langage est découpé comme ça en petits morceaux. Mais ça soulève une question évidente. Si le modèle ne voit que des fragments, comment il fait pour reconstituer le puzzle? Comment il comprend qu'un « il » à la fin d'une phrase se réfère à un animal qui était tout au début? J'imagine que c'est là qu'intervient ce fameux mécanisme d'attention. C'est le cœur du réacteur du transformer, absolument. Le mécanisme d'attention, ça permet au modèle, pour chaque nouveau token qu'il va générer, de regarder en arrière sur toute la conversation et de peser l'importance de chaque mot qui a été dit avant. Prenons l'exemple des sources d'air. L'animal n'a pas traversé la rue parce qu'il était trop fatigué. Pour deviner ce que « il » représente, le modèle va attribuer des scores d'attention. Il va voir le mot « fatigué »
Et instantanément, il va donner un poids énorme, un score très élevé au mot animal. Il comprend que c'est l'animal qui est fatigué, pas la rue. Et si la phrase était « parce qu'elle était trop large » ? Alors, le score d'attention le plus haut basculerait immédiatement sur rue. C'est cette capacité à redistribuer l'attention en temps réel qui lui donne cette compréhension si fine du contexte. Il y a une petite nuance quand même. Un encodeur comme BERT, il peut regarder dans les deux sens, avant et après un mot, puisqu'il analyse un texte qui est déjà écrit. Un décodeur comme GPT, lui, ne peut regarder qu'en arrière. Logique, oui. Oui, il ne peut pas voir le futur qu'il est en train d'écrire. Ce qui nous amène à la phase de l'entraînement. Les sources décrivent ça comme une entreprise pharaonique. On parle de mois de calcul, de centres de données entiers. Une étude de 2020 chiffrait l'entraînement d'un modèle qui avait 1,5 milliard de paramètres à 1,6 million de dollars. On est loin de ça aujourd'hui, j'imagine. Très très loin, on est probablement dans les dizaines, voire les centaines de millions pour les plus gros modèles actuels. Ce processus titanesque, il commence par ce qu'on appelle le pré-entraînement. C'est là que le modèle ingère des quantités astronomiques de texte, des choses comme le Common Crawl, qui est une archive de milliards de pages web, ou l'intégralité de Wikipédia. L'échelle est difficile à saisir. GPT-1 en 2018, c'était un peu moins d'1 milliard de mots. Le récent Llama 3, c'est 15 000 milliards de tokens. 15 000 milliards. C'est vertigineux. Et pendant cette phase, qu'est-ce qu'il apprend concrètement? Il lit, c'est tout. En fait, il joue à deux jeux principaux. Soit le jeu de la prédiction, un peu à la GPT. On lui donne le meilleur ami de l'homme est le, et il doit deviner chien. C'est l'apprentissage autorégressif. Soit il joue au texte à trous, à la Berthe. On lui donne Paris et la masque de la France, et il doit trouver capitale. Après cette étape, on a un modèle qui a une connaissance encyclopédique du monde, de la langue, mais qui est un peu brut de décoffrage. C'est une sorte de savant un peu sauvage, en somme. Comment on l'affine pour qu'il devienne l'assistant utile qu'on connaît? C'est la deuxième étape, le fine-tuning, ou réglage fin. On prend ce cerveau géant et on le spécialise. On l'entraîne sur des tâches précises avec des données de bien meilleure qualité. Mais parfois, on a besoin de flexibilité sans vouloir tout réentraîner. C'est là que des techniques comme LoRa, que les sources mentionnent, interviennent. Oui, il parle d'adaptateur, c'est un peu flou pour moi. L'idée est vraiment brillante. Au lieu de réentraîner tout le cerveau du modèle, ce qui coûte une fortune, on vient lui greffer des toutes petites couches de neurones très spécialisées. C'est un peu comme vouloir apprendre à un grand chef cuisinier une nouvelle recette de pâtisserie. On ne va pas lui réapprendre toute la cuisine depuis le début. On ajoute juste une compétence ciblée. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique. D'accord. Et la dernière étape, c'est celle qui le rend, disons, fréquentable. L'alignement, c'est la phase la plus délicate. S'assurer que le modèle est utile, sincère et inoffensif. On commence par lui apprendre à suivre des instructions claires. Puis vient l'étape la plus connue, le RLSF, l'apprentissage par renforcement à partir de rétroactions humaines. En bref, des humains notent et classent les réponses du modèle, de la meilleure à la pire. Et ces milliers de jugements humains, ils servent à entraîner un deuxième modèle, un modèle de préférence. Mais ce système, ce modèle de préférence basé sur des retours humains, ça me semble être une porte ouverte à un autre type de biais, non? Si les humains qui notent les réponses partagent, même inconsciemment, la même culture ou les mêmes opinions, est-ce qu'on ne risque pas de créer un modèle qui est juste, un people pleaser, qui nous dit ce qu'il pense qu'on veut entendre plutôt que la vérité? C'est tout le problème. C'est une critique très juste. On cherche à aligner le modèle sur des valeurs humaines, mais lesquelles? C'est un défi immense. Et c'est pour ça que des alternatives commencent à émerger. Par exemple, l'IA constitutionnelle d'Anthropic. L'idée, c'est de baser le modèle de préférence non pas sur des annotations humaines directes, mais sur une constitution, une liste de principes fondamentaux. C'est une tentative pour objectiver un peu ce processus. Une fois que tout ça est terminé, le modèle est prêt. Et c'est là que, pour moi, les choses deviennent vraiment étranges. Les sources parlent de lois d'échelle, les scaling laws. En gros, plus un modèle est grand, plus il est performant de manière prévisible. Mais elles évoquent aussi un phénomène bien plus mystérieux, les capacités émergentes. C'est l'aspect le plus fascinant et honnêtement un peu troublant. Les lois d'échelle, c'est rassurant. On double la puissance de calcul, on sait à peu près le gain de performance qu'on va obtenir. Mais les capacités émergentes, c'est différent. Imaginez que vous apprenez les lettres à un enfant, puis les mots, puis la grammaire. Vous vous attendez à ce qu'il fasse de meilleures phrases. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il se mette d'un coup à écrire de la poésie ou à philosopher sur le sens de la vie.
Ça, c'est une capacité émergente. C'est un saut qualitatif qui n'était pas programmé, en fait. Exactement. C'est un fantôme dans la machine qui apparaît quand elle devient assez grande. Le modèle ne s'améliore pas progressivement sur une tâche. Il passe de totalement incapable à très compétent d'un coup, une fois qu'il a dépassé un certain seuil de taille. Et les exemples sont bluffants. Des capacités de raisonnement arithmétique complexes, la réussite à des examens de médecine ou de droit, ou même le décodage de l'alphabet phonétique international. Des choses qu'on ne lui a jamais explicitement apprises. C'est le côté presque magique de la chose. Mais il y a un côté bien plus sombre, et les sources sont claires là-dessus. Le défaut principal qui revient sans cesse, c'est le problème des hallucinations. C'est leur talon d'Achille. Je me souviens d'une fois où j'ai demandé à un modèle de me résumer un article scientifique assez complexe. Il m'a fourni un résumé parfait. C'était clair, très convaincant, sauf qu'il avait complètement inventé la conclusion de l'étude. Il a assemblé des phrases qui sonnaient justes, qui respectaient le style académique, mais qui trahissaient le résultat de la recherche. C'est là que le danger se niche. Donc, si je comprends bien, il ne ment pas au sens humain du terme, il improvise avec une confiance absolue. C'est terrifiant si on pense à l'utiliser pour des domaines critiques comme le droit ou la médecine. Il pourrait citer un précédent juridique qui n'existe pas ou un traitement basé sur une étude fictive. Exactement, c'est tout le paradoxe. Il est incroyablement puissant, mais fondamentalement peu fiable sans une supervision humaine. Son but, c'est juste de prédire la suite de tokens la plus probable, même si cette suite ne correspond à aucune réalité factuelle. C'est pour ça que la question de la vérifiabilité, la capacité à citer des sources fiables, est vraiment au cœur des recherches actuelles. L'autre grand problème soulevé, c'est celui des biais. Ils semblent profondément inscrits dans le modèle. Inévitablement. Le modèle, c'est un miroir de ces données d'entraînement. Et si ces données, qui sont un reflet de notre monde, contiennent des biais, le modèle va les apprendre et parfois même les amplifier. Les sources en détaillent plusieurs. Il y a le biais de genre classique. Le modèle associe plus facilement infirmières aux femmes et ingénieurs aux hommes, simplement parce que c'est ce qu'il a lu des millions de fois. Et ça va au-delà du genre chez le gène. Bien sûr. On retrouve des stéréotypes sur l'âge, la nationalité, la religion, tout ce qui est présent dans la culture humaine, en fait. Il y a aussi des biais politiques. Si un point de vue est surreprésenté sur Internet, le modèle va le considérer comme plus vrai ou plus standard. Et puis, il y a un biais plus subtil mais fondamental. Le biais linguistique et culturel. La grande majorité des données est en anglais, issues d'une culture nord-américaine. Un concept comme le libéralisme, par exemple, sera interprété à travers ce prisme. Ça masque complètement ce que ça peut signifier dans d'autres contextes, comme au Vietnam où il est associé à l'opposition à l'État. Face à ce miroir un peu déformant, quelles sont les pistes pour essayer de corriger l'image? Les sources mentionnent plusieurs fronts. Le premier, le plus évident, c'est de diversifier massivement les données d'entraînement. Plus de langues, plus de cultures, plus de points de vue. Le deuxième, c'est de diversifier les équipes qui construisent et testent ces modèles. Et enfin, les processus de contrôle se professionnalisent. On a maintenant des audits externes, des équipes rouges, dont le seul travail, c'est de pousser le modèle dans ses retranchements pour trouver ses failles et ses biais avant qu'il ne soit déployé. Donc si on fait le bilan, on a des systèmes basés sur une architecture brillante, le transformer, et son mécanisme d'attention. Leur entraînement est colossal, ça leur donne des capacités impressionnantes, parfois même, inattendues, mais cette puissance, elle vient avec des failles majeures, comme les hallucinations et les biais hérités de leurs données. C'est un excellent résumé. Et ce qui est intéressant à observer en ce moment, c'est la dynamique actuelle. Pendant longtemps, la course à la taille était dominée par quelques géants. Aujourd'hui, on voit une explosion de modèles open source, plus petits mais très performants, portés par des acteurs comme Mistral en France ou des plateformes comme Hugging Face. Cette démocratisation, elle change vraiment la donne. Ça permet à beaucoup plus de chercheurs, d'entreprises de s'approprier ces outils, de les adapter et de participer à la résolution de leurs défauts. Et pour finir, il y a une idée dans les sources qui m'a laissé énorme. Songeur. Elles indiquent que le stock mondial de données textuelles de haute qualité, il n'est pas infini. Les estimations varient, mais on parle de 4 à 17 000 milliards de mots. Les modèles, eux, sont de plus en plus gourmands. Alors que se passera-t-il quand on aura tout lu? Si les IA de demain commencent à s'entraîner principalement sur du contenu qui a été généré par les IA d'aujourd'hui, si elles entrent dans une sorte de boucle, quelle sera la prochaine étape de leur évolution? C'est une question qui ouvre des perspectives aussi fascinantes qu'incertaines.